Mon histoire... Oui, je vais vous la raconter. Quelque part par là, c'est la galaxie d'Andromède. Bien loin de la planète Terre, du système solaire, de la Voie lactée, de cette galaxie. C'est de là-bas que je viens, c'est ma galaxie. Un bel endroit, à des années et des années-lumière de votre monde. Pour arriver jusqu'ici, j'ai fait un voyage fabuleux et étrange. Notre planète se mourait, victime d'une ère glaciaire puissance 1000. Il fallut partir, s'exiler. Une armada de vaisseaux spatiaux se dispersa alors dans l'univers. Je n'ai pas la moindre idée d'où ils se trouvent aujourd'hui, sans doute tous perdus. Seuls quelques-uns réussirent à atteindre votre planète, la Terre. Certains d'entre nous sont arrivés très vite. Ils ont mis à peine quelques minutes cosmiques, mais ici c'était 100 ans trop tôt. Ils sont arrivés dans le ciel et bang! Ils ont atterri. Ce qui est advenu d'eux par la suite, je l'ignore. Mais tout n'était pas rose sur votre planète. On avait le mal du pays et c'était ça le plus dur à supporter. L'un de nous a voulu se suicider. Il n'a pas réussi, le pauvre. En fait, nos grands-parents étaient d'éminents scientifiques. Mais le voyage avait été long et éprouvant, et en arrivant ici, des années plus tard, les derniers étaient complètement dégénérés. Je faisais partie du 3e groupe. Et on avait échafaudé plein de projets. On voulait leur en mettre plein la vue. Donc, on a décidé de bâtir une grande capitale ressemblant à Washington.
Ici, c'était l'endroit parfait, parce que 2 voies de chemin de fer arrivaient juste là-bas au bout. Et ça, ce que vous voyez ici, c'était le centre commercial où tout le monde devait se retrouver. Et par là, la Cour suprême, au fond. Et par ici, il devait y avoir le Congrès. Et là-bas, le Pentagone. Et là-bas, en souvenir d'Andromède, on voulait construire un somptueux mémorial. Mais ça a complètement foiré. Personne n'est venu, personne ne s'est installé, personne n'a compris. Vous croyez que les extraterrestres sont des êtres supérieurs capables de réduire New York à néant en un claquement de doigts? Je vais vous décevoir, mais ce genre d'histoire, c'est des sornettes. Regardez. Un fiasco total. Le voilà, notre Washington. Ça a complètement foiré. Tout ça me fait de la peine, beaucoup de peine. Le seul qui ait réussi à accomplir quelque chose a su utiliser sa connaissance du ciel et des engins à propulsion. Il a été nommé responsable de la stratégie d'une commission spéciale du Pentagone. A posteriori, on peut dire que l'aviation n'a eu qu'une incidence très mineure sur l'issue de la Première Guerre mondiale. En revanche, cela lui a permis de faire ses preuves. Je veux dire par là qu'il était clair qu'avec le matériel approprié, d'ici quelques années, l'aviation pourrait devenir un véritable instrument militaire. De mon côté, j'ai d'abord cru que ça pouvait être une bonne chose d'entrer à la CIA. Mais j'ai vite vu que c'était des petits gratte-papier uniquement intéressés par leur carrière. J'ai quand même essayé de leur dire que j'avais des informations importantes, mais rien à faire. Et ça m'a mis dans une rage folle. Et c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous sachiez de quoi il retourne. J'ai participé à la récupération de l'OVNI de Roswell. Quand il a atterri en 1947, ils n'ont pas su qu'en faire. Donc, ils l'ont enterré quelque part, et ils ont prétendu que c'était les médias qui avaient tout inventé. 50 ans après, ils ont décidé de le déterrer. Ils se sont dit que grâce aux nouvelles technologies, ils allaient le réexaminer. Hélas, ce n'était pas une bonne idée. Ils n'auraient pas dû faire ça. Dès le départ, ce convoi fut entouré d'une aura funeste.
Une chape de plomb s'abattit sur lui. Pas de presse, pas de caméra de télévision, pas de photos. Ce film est la seule trace qu'ils ont conservée de ce dossier secret. Ce qui s'est déroulé à l'intérieur de ce bâtiment a eu bon nombre de conséquences, et pourtant, vous n'en savez rien. Tout fut scellé hermétiquement. Il n'y avait pas un grain de poussière là-dedans. Le personnel était en combinaison de protection. Même les camions furent recouverts de plastique. Ils ont dû sentir que quelque chose de dangereux risquait de s'échapper. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça venait de notre planète. C'était l'une des sondes que nous avions envoyées pour précéder notre armada. Or, elle était porteuse d'organismes microbiens inconnus sur Terre. Ce qu'ils ne savaient pas non plus, c'est que, tandis qu'ils filmaient cette scène, quelque chose d'invisible, de secret et de potentiellement mortel était en train de s'échapper et de les contaminer, car ils ne s'étaient pas protégé le visage. Et sans le savoir, ils allaient diffuser cette contamination dans le monde entier. Le temps d'arriver en quarantaine, il était déjà trop tard. Ce fut la panique. Ils décidèrent alors de mettre sur pied une mission secrète. Ils envoyèrent un groupe d'astronautes dans l'espace. Leur but, trouver un lieu où l'homme puisse élire domicile. Trouver un endroit, n'importe lequel, qui puisse remplacer la Terre. La mission de ces astronautes devait les conduire à la limite du système solaire, mais personne ne pouvait prévoir le long et périlleux voyage qui les attendait. En fait, ils étaient partis pour un voyage sans retour. Voici les enregistrements vidéo qu'ils ont fait parvenir au centre de contrôle et qui ont été gardés sous clé durant toutes ces années.
Le temps passait tandis qu'ils restaient prudemment en orbite autour de la Terre. Leur mission tournait en rond. Il leur fallait trouver un moyen d'aller au-delà. L'équipe au sol les encouragea dans ce sens, bien que sur Terre, la contamination microbienne ne fut pas aussi grave que prévu. Elle était quasiment jugulée. Cependant, il valait mieux que les astronautes continuent à chercher une planète refuge, au cas où. Ils allaient vite déchanter. Ils ignoraient à quel point l'espace était hostile. Si j'avais su ce qui se tramait, je les aurais mis en garde. Les astronautes décidèrent de lancer une sonde spatiale pour explorer les confins du système solaire. Elle pourrait envoyer des images des planètes rencontrées. Ils nommèrent cette sonde Galileo. Ils attendirent des semaines, des mois. Puis, les images arrivèrent enfin. Des images qui montraient qu'il n'y avait aucune planète habitable à la ronde. En voyant ces images, l'équipe au sol comprit qu'il leur fallait un projet plus ambitieux, un voyage au-delà de notre horizon immédiat. Pour les mathématiciens, tout ça n'était qu'une question de trajectoire. L'énergie potentielle reste constante, donc ici égale 0. Et pour ce qui est de la vitesse, on a une dérivée qui s'écrit V delta V. Il suffisait d'une assistance gravitationnelle de Vénus et d'un passage près de Jupiter. Ça semblait faisable. If we look at our standard VIVA equation here, Si on prend l'équation classique de conservation de l'énergie, l'important, ça va être de trouver la bonne vitesse de libération par rapport à Vénus. Donc il faudra que le vaisseau spatial ait encore suffisamment de ressources pour pouvoir quitter l'orbite de Vénus. Il faudra qu'on ait une vitesse de libération suffisante pour pouvoir ensuite aller jusqu'à Jupiter. Voilà comment on pourrait envisager de quitter le système solaire. Par exemple, ça, c'est le Soleil, avec la Terre qui tourne autour. Au lieu de voir ça comme un plan fixe, avec le Soleil au centre et la Terre en orbite autour, traçons un axe et imaginons que ce plan tourne avec la Terre. Donc, à partir de ce moment-là, la Terre va être fixe par rapport au plan. Maintenant, on est dans un système en rotation. Dans ce système en rotation, si on a un petit engin spatial, comme une antenne par exemple, qui se déplace, il a une certaine vitesse dans le système en rotation
et il a une énergie potentielle par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. La constante de Jacobi est égale à 1/2 de la vitesse de rotation au carré. Par convention, on dit que c'est négatif. Donc, on a une énergie cinétique négative, plus la constante gravitationnelle du Soleil, divisée par la distance par rapport au Soleil, plus la constante gravitationnelle de la Terre, divisée par la distance par rapport à la Terre. Quand on passe à proximité de la Terre, quelle que soit la direction dans laquelle on va, la direction dont on vient, ou la direction au moment du contournement, on va se retrouver exactement avec la même vitesse. Et le but du jeu, c'est d'utiliser les autres planètes. Ce n'est pas le bon symbole, ça c'est Mars qui n'est pas au bon endroit. On va prendre Vénus. On va utiliser ces autres planètes pour modifier la valeur de la constante de Jacobi. Il faut jouer avec cette constante et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. À bord, ce changement de trajectoire fut accueilli comme un simple prolongement du plan de vol. La vie suivait son cours, jour après jour. La routine s'installa. Quand on est loin, on ne voit plus le soleil. On ne le voit plus se lever. Il n'y a rien d'autre à regarder que des points lumineux. On a le sentiment d'être coupé de tout. On est vraiment isolé. On commence à adopter un autre style de vie.
À mon avis, ils ne se doutaient pas qu'il leur faudrait aller aussi loin. Ils pensaient sûrement que ça serait comme un voyage en train de nuit, qu'il leur suffirait de s'endormir et de se réveiller à destination le lendemain matin. Mais si j'avais su, je les aurais prévenus. Oui. On a fait le voyage depuis Andromède, depuis les confins d'une autre galaxie. Vous avez la moindre idée du voyage que ça représente? Non, pas la moindre. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Si on prend Alpha du Centaure, qui est la première étoile à proximité de la Terre, elle ne se trouve qu'à 4,5 années-lumière. Et qui plus est, Alpha du Centaure fait quelques millions de degrés Celsius, ce qui, sans vouloir exagérer, n'est pas très plaisant. Maintenant, quelle est la vitesse de la lumière? Avec les combustibles classiques, comme le propergol, pour voyager à 30% de la vitesse de la lumière, il faudrait utiliser toutes les réserves de combustible disponibles sur Terre. Et ça ne suffirait pas. Il faudrait pouvoir disposer de toutes les ressources de l'univers et les utiliser intégralement. À savoir la Terre, le Soleil, le système solaire, la Voie lactée, toutes les étoiles de votre galaxie, toutes les étoiles des galaxies environnantes. Quelle vitesse vous avez réussi à atteindre? La vitesse maximum que vous ayez atteinte avec Voyager, votre sonde spatiale, c'est environ 88 600 km/h. Et cette sonde est à peine en train de quitter le système solaire pour filer dans l'espace-temps. Là, imaginons qu'on ait une navette spatiale, que vous soyez un astronaute à bord de cette navette spatiale et que vous alliez vers Alpha du Centaure, qui est à peu près à 4,5 années-lumière d'ici. Vous avez commencé votre voyage il y a 20 000 ans de cela, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, du Paléolithique, des peintures rupestres en France. Vous chassiez le bison, le rhinocéros, le mammouth, et vous progressez toujours à 88 000 km/h. Pendant encore 10 000 ans. Là, c'est le néolithique. L'homme se met à devenir agriculteur, à domestiquer les animaux, les moutons, les chèvres, les chevaux, les porcs, et quand je parle des porcs, je veux parler de l'élevage de ces animaux, qui a été la première faute que l'homme ait commise. Pourquoi? Parce que pour élever des animaux, il faut devenir sédentaire. D'où l'apparition de hameaux, l'apparition de clans et l'apparition des villes. Tous les problèmes qui conduiront l'humanité à sa destruction. Élever des chiens, c'est différent, parce qu'ils suivaient déjà les hommes à la chasse. Mais les porcs, c'était une mauvaise idée. Je m'égare. La navette continue sa route pendant encore 6000 ans et c'est l'ancienne Égypte, les pharaons, les pyramides. Quelques milliers d'années après, c'est l'âge d'or de la Grèce et de Rome et on arrive au Moyen-Âge qui multipliera les erreurs. En Italie, un poète a l'idée de génie d'escalader une montagne, juste pour voir ce que ça fait. Les Suisses et les Sherpas avaient renoncé, mais au 19e siècle, les Anglais les ont payés pour le faire. Et ils ont profané les montagnes, ils les ont dégradées. Et ça, c'était un crime. La navette continue. La déclaration d'indépendance, la première guerre, le communisme, la seconde guerre, Marilyn Monroe, Elvis Presley, et on arrive aujourd'hui. Alors, quelle distance vous avez parcouru? Vous avez à peine parcouru 15 malheureux % de votre voyage vers Alpha du Centaure. Au fil du temps, vous vous êtes reproduit pour donner naissance à 500 générations. Et dans une navette, comment empêcher la rébellion, les meurtres et la consanguinité qui vous transforment en vulgaires monstres de foire? Vous avez oublié d'où vous êtes parti et pourquoi vous avez entrepris ce voyage. Et qui plus est, l'étoile la plus proche que vous pourriez peut-être envisager de coloniser n'est absolument pas à 4 années-lumière. Elle est plutôt à quelques 200 000 années d'ici.
Le vaisseau spatial était maintenant dans le noir infini de l'espace cosmique. De ce fait, nos astronautes risquaient de sombrer dans la folie, la rébellion ou le crime. Pour empêcher cela, ils mirent au point une méthode de lecture de pensée. De cette façon, ils réussirent à maintenir leur équilibre. Il fallait faire respecter la loi. C'est aussi ce qu'on avait dû faire. Ils étaient en train de faire le même voyage que nous, mais en sens inverse. Ces images du vaisseau ne nous sont parvenues que bien plus tard. Les batteries commençaient à faiblir et on voyait les premiers signes de chaos. Il fallait faire quelque chose pour accélérer considérablement la vitesse de leur voyage. Justement, dans ce domaine, un mathématicien avait fait une découverte capitale qu'il avait tenue secrète. On a envie de garder ça pour soi quelque temps parce que durant ce laps de temps, on est le seul sur Terre à posséder ce savoir. Et ce petit secret est tout ce qu'il y a de plus exaltant. Et ensuite, on a envie d'en faire part aux autres pour qu'ils s'en servent. C'était un concept difficile à aborder. J'ai travaillé depuis très longtemps et puis j'ai fini par trouver. Ensuite, la théorie a commencé à se mettre en place. Que ce soit les astéroïdes, les comètes, tout le système solaire est régi par ces tunnels chaotiques. Et c'est grâce à ça que le transport chaotique peut s'effectuer. Donc si on prend cette image, qui est une vision assez artistique de ces tunnels gravitationnels, on voit qu'ils relient tout notre système solaire. C'est un pas de plus par rapport à la vision copernicienne du système solaire, où, comme on le voit ici, les orbites de toutes les planètes forment des cercles concentriques autour du Soleil, mais elles sont séparées. C'est la conception classique du système solaire.
Or, 500 ans plus tard, notre vision du système solaire est légèrement différente. Je me suis inspiré du dessin qu'on trouve au sol de la cathédrale de Chartres et qui a pour origine un concept encore plus ancien, celui du labyrinthe. Et là, on voit que dans le système solaire, tout est lié. Et ces interactions, qui sont représentées ici de façon très esthétique et régulière, sont en fait générées par les orbites chaotiques. Et c'est ce que j'appelle le transport chaotique, qui a été mathématiquement découvert par Poincaré. Je vais donc vous montrer comment ces tunnels sont générés. Si on regarde depuis le Soleil en direction de la Terre, ça c'est l'orbite de la Lune. Et cette grande orbite ici, qui est plus grande que celle de la Lune, c'est ce qu'on appelle l'orbite halo au point Lagrange L2. En fait, c'est une porte d'entrée invisible. Donc chaque fois que vous regardez le Soleil ou la Lune, vous regardez les portes d'entrée invisibles de ces gigantesques tunnels où les déplacements peuvent s'effectuer sans énergie. Cette petite animation va vous montrer comment les tunnels de la Terre et ceux de la Lune sont connectés pour permettre ces déplacements à faible énergie. Grâce à ça, on peut envisager de placer une station spatiale autour des points Lagrange L1 ou L2, ce qui permettrait aux astronautes de passer facilement de la Terre à la Lune. Mais en même temps, on pourrait les emprunter pour des missions beaucoup plus lointaines. Par exemple, dans ce cas, on va voir comment aller d'une station spatiale au point L1 à une autre située en L2, à 1,5 million de kilomètres. Et à partir de là, on peut se déployer et aller sur Mars ou ailleurs. Ce point jaune représente la station spatiale. On va faire un zoom arrière pour voir ces tunnels. Les rouges sont des rampes qui vous permettent de sortir, et les bleus de passer à la porte suivante en L2. Ici, il se déploie dans l'espace, et ici, c'est la rampe pour accéder à la Terre qui débouche en L2. Et c'est à l'intersection de ces tunnels qu'on peut se déplacer sans énergie. Mais de là, on peut aussi se déployer vers d'autres parties du système solaire. Donc ça nous offre des possibilités qu'on n'a pas avec les orbites keplériennes. De la même façon, à l'avenir, grâce à la théorie des cordes, on pourra avoir des tunnels beaucoup plus puissants qui nous permettront peut-être de traverser l'espace-temps, ce qui nous donnerait la possibilité d'aller dans les étoiles et les galaxies. Maintenant, revenons à la représentation artistique de ces tunnels gravitationnels sur lesquels on travaille pour l'instant. Mais un jour, on aura des tunnels entre les galaxies. Grâce au transport chaotique, les astronautes trouvèrent un raccourci, la route directe pour ma planète. Ça me met en colère. Ou disons plutôt que ça me contrarie qu'on n'en ait pas eu connaissance. Ils allaient bientôt arriver sur ma planète. Elle était déjà en vue, recouverte de sa croûte glacée. Ils entamèrent les préparatifs d'atterrissage. La particularité de ma planète, et ce qui fait sa beauté, c'est son ciel, un ciel gelé. Rien que d'y penser, j'en deviens nostalgique. Ils quittèrent le vaisseau, forèrent la glace,
et se mirent à descendre dans une atmosphère d'hélium liquide. Le plus difficile pour moi, c'était d'être aussi loin et de voir des humains explorer mon univers. Je dévorais ces images avidement, telles qu'elles étaient enregistrées par la caméra. Je percevais tous les sons. J'étais chez moi. Il faut aussi que je vous parle des autres merveilles de ma planète, sa faune et sa flore. Ici, les créatures viennent vous parler. Elles essayent toujours de nouer le contact. Et maintenant, elles sont tristes parce qu'on les a abandonnées. bëgg naan ndax mën nga ma may ndox ma naan sama biir bi tey sax dara newu ci ndax yow mën nga ma sax may ci loolu nga yore di lekk xiif baa ngi may gaañ xiif 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 baa ngi may gaañ 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 xiif baa ngi may gaañ
tegoon a bay am ca diwlin gerte la woon sàmmkat ba sàmmi woon am ca soow gàncax gaa ko waral ràbbkat bi ràbbi woon am ca Et là, je vois vos astronautes qui les ignorent, les rejettent ou les traitent sans respect. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, yere. Dafa rafle. Saxaar affaire kapoor affaire dafa rafle affaire kapoor
Après une première journée d'exploration, ils commencèrent à échafauder l'hypothèse d'une colonie sur cette planète. Certes, elle était inhospitalière, mais comparée aux images que la sonde Galileo leur avait fait parvenir, ça semblait une solution raisonnable. Mais à quoi ressemblerait cette colonie? Est-ce qu'il faudrait creuser des tunnels, des grottes souterraines, ou construire un gigantesque dôme pour se protéger de ce flot chaotique de particules? Eh bien, en fait, dans tous ces systèmes, dans tout l'univers, le chaos n'est pas quelque chose de négatif. Ça permet la conservation de l'énergie par différents biais. Et en ce qui concerne ce concept de super-autoroute spatiale, le chaos est extrêmement important parce que c'est ce qui génère ces transports à très faible énergie. La colonisation de l'espace fait partie intégrante de la notion de voyage spatial. Au milieu du XXe siècle, on envisageait ça sous forme d'un gigantesque champ de force, d'une sorte de dôme qui recouvrirait une planète ou une île, et en dessous il y aurait une immense forêt de type amazonienne, une jungle. Mais aujourd'hui, les hommes n'ont pas envie de vivre dans la jungle. Donc, l'environnement idéal, ce serait un centre commercial dans l'espace où on trouverait tout. Des boutiques pour faire ses courses, des salles de sport, d'aérobic, des bars, des lieux de divertissement. On pourrait acheter à longueur de journée, il y aurait aussi des bureaux pour travailler. Donc à l'avenir, ça pourrait être le modèle de colonie spatiale parfaite. Un centre commercial? Nous aussi, on avait un projet similaire. Mais vous voyez bien qu'il a échoué. Où sont les acheteurs? Vous voyez des acheteurs? Quelle tristesse que toutes ces marchandises invendues. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est de savoir que ma planète a commencé à mourir il y a plusieurs centaines d'années et qu'ils sont en train de la considérer comme une éventuelle solution de remplacement pour la Terre. Ils se sont même mis à répertorier les endroits les plus appropriés. Le deuxième jour, ils s'aventurèrent dans les soubassements de ma planète, en quête du lieu idéal pour y installer les systèmes d'évacuation, le réseau électrique et les générateurs d'air. Puis, après avoir visité les bas-fonds,
Ils consultèrent leur boussole et débouchèrent sur notre grande vallée et son ciel luminescent. On appelait ce lieu magique la cathédrale bleue. Maintenant, il était temps pour eux de revenir sur leur planète, sur Terre. Ils savaient qu'ils pouvaient revenir via ce passage, ce tunnel spatio-temporel. Le processus était long et complexe. Les astronautes allaient devoir, chacun à leur tour, passer dans ce tunnel. Ce faisant, ils allaient se transformer en particules et, subséquemment, en lumière pure.
De retour dans leur univers, les astronautes mirent quelque temps à se reconstituer et à reprendre forme humaine. Il pensait être revenu sur Terre une quinzaine d'années plus tard, mais ce n'était qu'une illusion. En réalité, il n'avait pas passé 15 ans dans l'espace. Il s'était déplacé tellement vite dans ce tunnel qu'ils avaient effectué un voyage parallèle. Et sur Terre, 820 ans s'étaient écoulés. Ils considérèrent alors leur planète sous un autre jour. On envisage la possibilité qu'un jour, une grande partie de l'humanité puisse vivre loin de la Terre. Les gens travailleront ailleurs, peut-être sur Mars ou sur des astéroïdes. On vivra en périphérie de la Terre et on exploitera d'autres ressources. Quant à la Terre, elle sera devenue une sorte de parc national protégé par l'humanité. Les hommes l'auront transformé en une zone vierge et préservée, où ils viendront peut-être passer des vacances. On passera 6 mois à travailler ailleurs, et une fois qu'on aura réuni suffisamment d'argent, on viendra sur Terre passer des vacances sur une belle plage. Lorsqu'ils revinrent, 820 ans plus tard, la Terre n'était plus habitée par l'homme. C'était devenu un parc national. Ce plateau était une piste d'atterrissage. Il n'y avait plus ni aéroport, ni ville, ni pont, ni barrage, ni argent, ni banque, ni temps, ni âme qui vive. Elle était revenue à sa beauté originelle, préhistorique. Et voici à quoi elle ressemble.